Il y a environ 109 États qui sont réunis à Dublin, une vingtaine d'États qui sont observateurs. Et cette conférence de Dublin est vraiment une conférence historique pour nous, puisqu'elle clôt un cycle de conférences dans lequel les États se sont engagés il y a 1 an et demi à parvenir à un traité international d'interdiction des bombes à sous-munitions. Donc nous sommes face à un enjeu majeur, puisque c'est cette semaine et la semaine prochaine que les États devront se mettre d'accord sur les termes du traité, pour que ce traité ait véritablement un impact sur les terrains affectés et sur les populations victimes de ces bombes à sous-munitions. Il est clair que nous avons eu un rôle clé dans le déclenchement de ce processus, puisque nous étions présents depuis 2003 au sein d'autres conférences onusiennes pour alerter les États sur l'urgence qu'il y avait à mettre un terme à l'utilisation, la fabrication des bombes à sous-munitions. Donc si aujourd'hui ce processus est en cours, il est le fruit de différents facteurs. D'une part de la structuration de la société civile dans cette coalition internationale et du fait que nous ayons alerté depuis de nombreuses années les États sur ce sujet, et d'autre part un élément déclencheur tel qu'a été celui du conflit au Liban en 2006 avec l'utilisation massive des bombes à sous-munitions. 4 millions de sous-munitions utilisées dans les 72 dernières heures du conflit au Liban, avec 1 million de sous-munitions non explosées qui sont restées menacer quotidiennement les populations du sud Liban. Aujourd'hui, nous avons des équipes d'handicap international qui sont présentes au sud Liban pour essayer de dépolluer les zones affectées et rendre ces terres aux populations directement affectées. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ce processus international en cours est vraiment la conjonction de ces deux facteurs: la structuration d'une société civile qui avait alerté depuis de nombreuses années et ce conflit qui a vraiment démontré de façon caricaturale ce que nous dénoncions depuis de nombreuses années. Et là, les États se sont véritablement rendus compte qu'il y avait urgence à se saisir du sujet et à aboutir à un traité international dont nous souhaitons l'issue heureuse dès la semaine prochaine. L'ensemble des États qui sont présents à Dublin le sont de bonne foi et semblent vouloir aboutir à un accord. Donc nous n'avons pas décelé parmi les États présents vraiment d'États qui auraient pu vouloir torpiller, on va dire, le processus de l'intérieur, mais vraiment des États qui travaillent, qui négocient très fermement sur les termes de ce traité. Cette première semaine a été l'occasion pour l'ensemble des États de rappeler leur position française qui avait été aussi largement exprimée dans les précédentes conférences. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous avons une position française qui manifeste son souhait d'aboutir à l'adoption d'un traité d'interdiction, mais qui reste néanmoins sur sa position ambiguë que nous connaissons malheureusement depuis quelques mois, puisque la France est dans ce processus mais ne défend pas une interdiction totale des bombes à sous-munitions, mais souhaite exclure du champ de l'interdiction certains types de sous-munitions sur des critères techniques, ce qui lui permettrait d'exclure effectivement une partie des sous-munitions qu'elle détient dans ses stocks. La position française porte également sur le problème de l'interopérabilité. Elle souhaite que des opérations conjointes soient possibles entre un État parti et un État non parti qui, lui, pourrait utiliser des bombes à sous-munitions. Alors évidemment, cette préoccupation n'est pas sans rappeler les prises de position des États-Unis qui viennent encore d'ailleurs de communiquer sur la question au moment de la tenue de cette conférence de Dublin et qui rappellent que leur État ne pourrait peut-être plus effectivement participer à des opérations conjointes avec un État qui ratifierait cette prochaine convention d'interdiction des bombes à sous-munitions. Donc là, nous avons une menace quasiment publique des États-Unis qui menace les États qui sont dans ce processus de ne plus pouvoir participer à des opérations conjointes. Et nous espérons que les États présents et également la France ne cédera pas effectivement à cette pression très claire des États-Unis et que ce traité permettra véritablement de contraindre les États partis, mais également les États non partis qui ne pourront plus utiliser ces sous-munitions dans des opérations conjointes. Alors il est clair qu'effectivement nous aimerions voir ces États dans un tel processus. Il est aussi clair que ces États ne sont jamais dans ce type de processus et que si nous devions les attendre, nous n'aboutirions pas à la fin de l'année à un traité d'interdiction. Par rapport à cette absence, nous aimons nous référer à l'expérience que nous avons de 10 ans d'application du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Et l'on peut vous rappeler qu'effectivement, dans ce traité, il y a aujourd'hui plus de 150 États partis
et qu'effectivement les mêmes États, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Pakistan ou l'Inde ne font pas partie de ce traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Néanmoins, après 10 ans d'expérience, ce traité s'est imposé comme une norme morale universelle, et il y a aujourd'hui une telle stigmatisation de l'utilisation des mines antipersonnelles que cette convention s'impose même aux États non partis que nous venons de citer. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucune utilisation avérée de mines antipersonnelles dans le monde. Donc ce que nous attendons, si vous voulez, du prochain traité sur l'interdiction des bombes à sous-munitions, c'est que celui-ci devienne aussi une norme, et que l'utilisation des bombes à sous-munitions futures soit de telle façon stigmatisée que les États non partis devront renoncer à l'utilisation des bombes à sous-munitions.